Le serveur me demanda pour la troisième fois si je voulais commander. Et c'est là que j'ai compris. Il n'était pas en retard, il n'était pas coincé dans les bouchons, il ne viendrait pas. Mon mari avait choisi d'être avec quelqu'un d'autre le soir qui était censé être le nôtre. Les mots se sont coincés quelque part entre ma poitrine et ma gorge, lourds, impossibles à avaler. Autour de moi, le petit restaurant du 11e était baigné de lumière jaune, chaleureux, bruyant, juste ce qu'il fallait. On entendait des rires, des couverts qui s'entrechoquaient, des verres qu'on reposait sur les tables. Mais là où je me trouvais, à cette table pour deux près de la fenêtre, l'air semblait plus froid, plus mince. Le serveur me regardait avec une gentilité gênée, celle qu'on réserve aux gens abandonnés à vue. Il resserra son petit carnet dans sa main. « Je peux encore vous laisser quelques minutes si vous voulez, madame », dit-il d'une voix douce en essayant de ne pas trop me regarder droit dans les yeux. « Non, c'est bon, il va arriver », ai-je répondu mécaniquement. Cette phrase n'était déjà plus vraie quand je l'ai prononcée. Elle s'effritait dans ma bouche. Je baissais les yeux sur la carte sans vraiment la lire. Je n'avais pas faim. J'avais choisi ce restaurant parce que c'était ici qu'on avait fêté notre premier anniversaire de mariage. Un petit bistrot parisien, nappe blanche, bougies sur les tables, serveur qui plaisante, vin rouge au verre. À l'époque, il était arrivé en courant, les jours rouges d'avoir traversé la place de la République sous la pluie, avec un bouquet mal emballé dans les mains. Ce soir, la chaise en face de moi restait vide. À côté de mon assiette, un petit sac cadeau reposait bien droit. Dedans, sous un papier de soie que j'avais plié presque avec trop de soin, il y avait la montre qu'il regardait depuis des semaines dans la vitrine d'une boutique du Marais. Il l'avait mentionnée en passant, un soir, à moitié distrait. Je l'avais mémorisée. C'est ce que je faisais. Je notais ses envies, ses goûts, ses humeurs. C'est ce que je pensais être une bonne épouse. Je pris mon téléphone. Aucun nouveau message. Le dernier remontait à 53 minutes plus tôt. Réunion qui s'éternise. J'arrive dès que je peux. Promis. Promis. Je tapais « Tu en es où ?» et restais un instant à regarder le texte. J'effaçais, réécrivis, effaçais encore. Finalement, j'envoyais juste « Tu viens ». Le petit mot « envoyer » s'afficha. Rien d'autre. Pas de bulle de réponse. Pas de 3 petits points qui apparaissent, disparaissent, reviennent. Je reposais le téléphone à côté du sac. À la table voisine, une femme éclata de rire et posa sa main sur celle de l'homme assis en face d'elle. Il se pencha vers elle avec un sourire tendre. Je détournai le regard. Je me demandais ce que je devais leur inspirer, à eux. Une femme élégante qui attend son mari en retard, ou une pauvre fille qui refuse d'admettre ce que tout le monde voit déjà. Je lissais mécaniquement ma robe. C'était celle qu'il préférait, une robe noire qui serrait la taille et découvrait un peu mes épaules. La première fois que je l'avais mise, il m'avait soufflé à l'oreille que j'avais l'air dangereuse dedans, qu'on aurait dû mettre un panneau « Attention » sur moi. J'avais ri. Aujourd'hui, cette phrase me revenait comme un mauvais présage. Je pris une gorgée d'eau, juste pour m'occuper les mains. Mon reflet tremblait dans le verre. J'avais pris le temps de me maquiller, de boucler mes cheveux, de mettre ce rouge à lèvres qu'il disait trop joli pour le bureau. À présent, je me sentais ridicule, habillée pour une soirée qui n'existait plus. 20 minutes de plus passèrent. Le serveur revint avec un panier de pain qu'il posa au centre de la table, sans un mot, comme s'il voulait poser quelque chose à la place de ce vide. Je le remerciai d'un signe de tête, incapable d'aligner une phrase. Je déverrouillai mon téléphone et remontai notre conversation. Les derniers jours se résumaient à des messages courts, secs, comme si chaque mot coûtait trop d'énergie. Je rentre tard. Je suis épuisée. On en parle demain. Désolée, grosse journée. Je m'étais dit que c'était la période, que son agence était sous pression, que les clients demandaient des miracles. Je l'avais excusé. Je l'excusais presque par réflexe. Je finis par appeler. La sonnerie retentit 3 fois, puis tomba sur sa messagerie. Sa voix enjouée annonça « Laissez-moi un message » avec cette chaleur qui, ce soir, sonnait faux. Je raccrochais sans rien dire. « Joyeux anniversaire » murmurai-je pour moi-même. Il fallait bien que quelqu'un le dise. Quand le serveur revint encore, cette fois il ne demanda pas si j'avais choisi. « Je peux vous apporter autre chose ?» demanda-t-il, avec un regard qui disait qu'il savait que non. « Juste l'addition pour le vin, s'il vous plaît » répondis-je. Je n'avais bu qu'en demi-verre, mais je ne supportais plus cette table, cette chaise, cette mascarade.
Je payais, glissais un pourboire plus gros que d'habitude, comme pour m'excuser de l'avoir laissé assister à ça, puis attrapais le sac cadeau. En sortant, une rafale de vent froid me fouetta le visage. Paris continuait de vivre, indifférente. Des scooters passaient, une poussette grinçait sur les pavés, des voix montaient de la terrasse d'un bar de l'autre côté de la rue. Je restais un instant planté là, à regarder les phares des voitures défiler. J'aurais pu l'appeler encore, j'aurais pu insister, guetter une excuse, mendier un mensonge. Mais quelque chose en moi s'était déplacé. Une fine couche de naïveté venait de glisser, laissant apparaître dessous une surface plus dure, plus nette. Je pris un Vélib abandonné sur la borne d'à côté. J'avais besoin de bouger, de sentir l'air, de me prouver que je pouvais avancer sans lui, ne serait-ce que pour quelques rues. Je pédalais le long du boulevard, la robe battante contre mes genoux, le sac cadeau accroché au guidon. Le froid me piquait les yeux. En arrivant devant notre immeuble près de la place de la Nation, j'eus un instant d'hésitation. Sa voiture n'était pas là. L'emplacement qu'il occupait toujours était vide, comme le siège devant moi au restaurant. Je montais lentement les escaliers, la main glissant sur la rampe en bois. Devant la porte, je sortis mes clés, restai un moment immobile, puis entrai. L'appartement était plongé dans le noir. Pas un bruit. On aurait dit un décor abandonné après un tournage. Je posai le sac sur le plan de travail de la cuisine. La boîte de la montre dépassait légèrement, comme si elle cherchait à s'échapper. Je sortis mon téléphone une dernière fois. Aucun message. Rien. Je me dirigeai vers la chambre et m'assis sur le bord du lit, du côté où je dormais toujours. L'autre côté était lisse, les oreillers empilés sagement. Je regardais le plafond, puis l'horloge digitale sur la table de nuit. Les chiffres rouges s'alignaient, impitoyables. Il était en retard. Puis il était très en retard. Puis il n'était tout simplement pas là. Et une question finit par se former, simple, brutale. S'il n'était pas ici, ni en route vers moi, alors où était-il? Et surtout, avec qui? Je ne dormis pas cette nuit-là. Les heures s'étiraient, collantes, et à un moment, mes pensées glissèrent vers l'époque où tout avait commencé, comme si mon esprit cherchait un endroit plus doux où se poser. Je revis très nettement le jour où je l'avais rencontré. Ce n'était pas dans ce quartier, mais dans un café près de Bastille. Une de ces journées où la pluie parisienne s'abat sans prévenir, fine mais tenace, transformant les trottoirs en un balai de parapluies. Je m'étais réfugiée dans le premier café venu, les cheveux dégoulinants, mon manteau trop léger collé à ma peau. Le lieu était bondé, rempli de gens qui avaient eu la même idée que moi. Des ordinateurs ouverts, des carnets, des tasses vides sur des soucoupes. Aucun siège libre. Je m'étais retrouvée plantée au milieu, trempée et fatiguée, à chercher désespérément une place. C'est lui qui m'avait vue avant que je ne le voie. Il s'était levé de sa petite table près de la fenêtre, une table pour deux qu'il occupait seul avec son ordinateur et un carnet plein de notes. « Prenez ma place », avait-il dit avec un sourire facile. « Vous avez l'air d'en avoir plus besoin que moi. » J'avais d'abord refusé, par réflexe, puis j'avais cédé. Il avait poussé ses affaires, proposé qu'on partage la table. On avait parlé d'abord de la pluie, du café, du quartier, puis d'un tas d'autres choses. C'était fluide, simple, comme si une conversation en cours avait simplement repris là où nous l'avions laissé dans une autre vie. En partant, j'avais trouvé un numéro griffonné sur le carton de mon gobelet, avec ces mots « Au cas où vous auriez encore besoin d'une table ». À l'époque, ça m'était apparu comme un signe. Aujourd'hui, allongée dans ce lit où je ne trouvais pas le sommeil, je me demandais si ce n'était pas juste le hasard qui s'était amusé avec moi. Notre premier anniversaire de couple, il avait insisté pour qu'on retourne dans ce même café. Il était arrivé avec un bouquet de fleurs acheté au coin de la rue, une chemise encore un peu froissée, les cheveux en bataille. Il m'avait regardée comme si j'étais la seule personne assise dans ce lieu rempli. Nos premiers anniversaires de mariage avaient été à l'image de ça. Simple, pensé, sincère. Un dîner au restaurant, une balade sur les quais, une nuit d'hôtel à Bordeaux qu'il avait réservée en secret. Il faisait des efforts. On en faisait tous les deux. J'avais vraiment cru que ça durerait. Plus tard, les changements étaient venus par petites touches. Une réunion de plus, un dossier urgent, un séminaire avec son équipe dans une autre ville, des soirées à l'agence. Au début, je m'étais sentie fière de lui. Il travaillait dans une boîte de communication qui commençait à avoir de gros clients et il voulait montrer qu'il était indispensable. J'attendais.
Je gardais une assiette au chaud, je lui envoyais des messages pour lui dire de ne pas se presser, de rentrer quand il pouvait. Il répondait avec des petits cœurs, des «tu es la meilleure», des «je ne sais pas ce que je ferais sans toi». J'avais détourné les yeux des autres signes. La première fois que j'avais vraiment senti que quelque chose clochait, c'était un détail tellement insignifiant que j'aurais pu passer à côté. On était sur le canapé un dimanche soir, chacun avec son téléphone. Je lui disais quelque chose, une bêtise quelconque, et je m'étais penchée pour lui montrer une vidéo. À cet instant précis, son écran s'était allumé pour afficher un message, et il avait incliné le téléphone dans l'autre sens, dans un geste rapide, presque réflexe. Je m'étais figée. Juste un mail du boulot, avait-il dit en riant. Je te jure, il ne me lâche jamais. J'avais souri, mais quelque chose en moi avait bougé. Un micro-craquement dans une confiance que je croyais indestructible. Ensuite, il avait commencé à mettre son téléphone en silencieux, à le garder dans sa poche, à l'emmener partout, même quand il traversait simplement le couloir. Avant, il le laissait traîner sur la table, ouvert, oublié. À présent, il le verrouillait, avait changé son code. Quand j'avais demandé, en plaisantant, ce qu'il complotait, il avait répondu avec un clin d'œil. « Et si tu devenais une espionne, toi ?» Je m'étais forcée à rire. L'odeur était venue après. Un parfum qui n'était pas le mien, pas celui que je portais depuis des années, ni même une fragrance qu'on aurait sentie dans le métro. Quelque chose de sucré, de léger, qui restait sur sa veste quand il rentrait tard. Je m'étais inventé des scénarios pour m'apaiser. Une collègue qui s'était penchée trop près, une cliente qui avait laissé son sillage partout dans la salle de réunion. Un hasard. Ce mot, hasard, je l'avais utilisé comme un pansement sur des coupures profondes. Et ce soir-là, en fixant les chiffres rouges de l'horloge, je compris que je m'étais moi-même étouffée avec. Vers 3 heures du matin, n'y tenant plus, je me levai. Le dressing entrouvert laissait voir ses costumes alignés, ses chemises repassées, ses chaussures rangées avec minutie. J'ouvris la porte en grand et passai la main le long des tissus. Il y avait ses vestes de travail, ses manteaux, ses blazers. Ma main rencontra un papier au fond d'une poche intérieure. Je le sortis sans réfléchir. Un ticket de carte bancaire, un paiement dans un restaurant du 9e, pas le nôtre. Une brasserie chic. 2 menus, 2 verres de vin, un dessert pour 2. L'heure, 21h30. La date, 2 mois plus tôt. Le soir où il m'avait assuré être resté travailler à l'agence jusqu'à tard. Je restai un long moment à le regarder. Mon cerveau tenta instinctivement de produire une explication raisonnable. Un dîner avec un client, un collègue, un ami. Mais quelque chose en moi avait cessé de vouloir arranger la réalité. Je remis le ticket dans la poche, non pas pour le cacher, mais pour marquer ce moment, pour me souvenir du point exact où j'avais arrêté de me mentir. Je retournai me coucher, mais je ne me rallongeai pas. Je restais assise, les yeux ouverts sur la porte de la chambre, avec une certitude nouvelle. La prochaine fois qu'il me parlerait de travailler tard, de réunions, de déplacements imprévus, je ne me contenterai plus d'attendre. J'alla regarder. Il est rentré le lendemain soir comme si de rien n'était, comme si le restaurant, le ticket, l'abandon de la veille n'avaient été qu'un mauvais rêve auquel je devais m'habituer. Il ouvrit la porte vers 19h30, lança ses clés dans le vide-poche, embrassa l'air près de ma joue. « Journée de merde », dit-il en enlevant son manteau. « J'ai besoin d'une douche. » Il parlait vite, remplissant l'espace pour ne pas me laisser le temps de poser des questions. Je restais calme, un peu trop calme sans doute. Je l'observais. Il posait son téléphone à l'envers sur la table, il vérifiait l'écran toutes les 2 minutes. Une fois, je surpris un sourire qui n'était pas pour moi. « Ça va, toi ?» demanda-t-il en ouvrant le frigo. « Ta journée ?»« Tranquille, » répondis-je. « J'ai pensé à hier. » Il se raidit à peine, mais je le vis. « Je suis vraiment désolée, » enchaîna-t-il aussitôt. « Je te jure, on s'est fait piéger dans une visio avec Londres, et après j'ai eu un call avec le directeur. J'ai complètement perdu la notion du temps. » Il mentait très bien. Mais désormais, je savais reconnaître les fissures dans sa voix. Je ne dis rien. Pas encore. Plus tard, dans la soirée, alors qu'il prétendait finir un mail dans son bureau, je sentis qu'il m'échappait dans une autre pièce, dans un autre monde. Je me levai et allai dans la chambre. Son ancienne vie m'y attendait, littéralement, dans le tiroir de sa table de nuit. Un vieux téléphone, celui qu'il avait remplacé au début de l'été. Il l'avait gardé au cas où, m'avait-il dit. Il l'avait oublié ici, sans prendre le temps de l'effacer. Je l'allumai. L'ancien code fonctionna toujours. L'écran s'illumina, me renvoyant une version figée de son passé récent.
Je n'avais pas l'intention de fouiller dans tous ses secrets, je cherchais juste la vérité qu'il refusait de dire à voix haute. J'ouvris les messages. Ils se succédaient, banals, jusqu'à ce que je tombe sur un prénom que je reconnus immédiatement. Un prénom de femme. Celui d'une collègue qu'il avait mentionné une fois, du bout des lèvres. Elle vient d'arriver, avait-il dit. Elle fait du digital. Il avait parlé d'elle comme d'un détail. Les détails ont parfois les dents très longues. Je touchais le fil de la conversation. « T'es bien rentré ?» avait-elle écrit un soir. Un autre message disait « J'ai encore ton rire en tête ». Son rire. Plus loin, je lus « On se revoit quand ?» Et ses réponses à lui, claires, sans ambiguïté. « J'ai hâte d'être à ce soir. Tu me tues quand tu me regardes comme ça. Réserve pour 2 chez Léonard, j'adore cet endroit. » Léonard, le nom du restaurant du ticket. La date correspondait, le jour où il m'avait juré être coincé à l'agence. Je sentis le sol se dérober doucement sous mes pieds, sans fracas, sans dramatique explosion. Une chute silencieuse dans un puits où seul le bruit de mon propre cœur résonnait. Je continuais à faire défiler, même si chaque mot me lacérait un peu plus. Des photos. Une table éclairée à la bougie. 2 verres. Un morceau de sa main, de son bras. Un selfie flou où l'on devinait leur proximité, leurs épaules qui se touchaient. Léonard, le nom du restaurant du ticket. La date correspondait, le jour où il m'avait juré être coincé à l'agence. Je sentis le sol se dérober doucement sous mes pieds, sans fracas, sans dramatique explosion. Une chute silencieuse dans un puits où seul le bruit de mon propre cœur résonnait. Je continuais à faire défiler, même si chaque mot me lacérait un peu plus. Des photos. Une table éclairée à la bougie. 2 verres. Un morceau de sa main, de son bras. Un selfie flou où l'on devinait leur proximité, leurs épaules qui se touchaient. Il l'avait emmené dans un restaurant du 9e pendant que je mangeais des pâtes réchauffées devant une série que je n'arrivais même plus à suivre. Je posais finalement le téléphone sur la couette. Réunion tardive, séminaire, dossier imprévu. Ce n'était pas de simples mensonges, c'était une organisation, une double vie qui s'était construite pendant que je veillais sur la nôtre. Je restai là longtemps à regarder l'écran noir. Puis je le repris, revins tout en haut de la discussion et laissai mon doigt glisser jusqu'au tout premier message. Il commençait par des blagues, des échanges innocents, des « on se fait un café », des « tu tiens le coup avec ce client ». Puis le ton changeait. Les émojis s'étaient multipliés, les sous-entendus aussi. Ça faisait plus de 6 mois. Je refermai enfin le téléphone, le remis dans le tiroir et j'eus cette pensée claire, presque froide. La prochaine fois qu'il me dira qu'il retourne au bureau le soir, je te suivrai. Et c'est exactement ce que je fis. Le lendemain, vers 20h45, il sortit du bureau avec un air grave, son ordinateur sous le bras, son manteau sur le dos. « On a un rendu demain matin, je dois repasser à l'agence, dit-il. Je t'en supplie, ne m'attends pas. » « D'accord, répondis-je simplement. Il sembla surpris que je cède aussi vite. Il m'embrassa une fois sur la joue, saisit son téléphone, ses clés et disparut derrière la porte. J'attendis 5 minutes, juste assez pour qu'il soit persuadé que sa mise en scène fonctionnait encore. Puis je pris mon sac, mon manteau et descendis les escaliers. Sa voiture n'était plus là. Je montai dans la mienne, garée de l'autre côté de la rue. Je la démarrai et partis calmement, suivant le trajet que je connaissais par cœur. Il ne prit pas la direction de son agence dans le 10e. Il traversa la Seine, se faufila entre les cars touristiques, remonta vers le 9e. Exactement comme la dernière fois. Je le suivis de loin, assez pour ne pas me faire remarquer, pas assez pour le perdre. Mon cœur battait, mais pas comme je m'y attendais. Ce n'était pas la panique, c'était une concentration froide. Il trouva une place près du même restaurant dont le nom était imprimé sur le ticket. Ses phares s'éteignirent et je le vis sortir, refermer la portière, prendre le temps de se regarder dans le reflet d'une vitrine. Il ajusta sa chemise, remit son manteau correctement. Il n'avait pas l'air stressé, il avait l'air heureux. Je me garai un peu plus loin. Je le regardai s'approcher de l'entrée, son téléphone à la main. Elle apparut quelques secondes plus tard. Plus petite que moi, un manteau camel, un rouge à lèvres discret. Elle sourit en le voyant, un sourire qui montait jusqu'aux yeux. Elle posa sa main sur son bras comme si c'était la place la plus naturelle du monde. Il se pencha vers elle, souffla quelque chose à son oreille. Ils éclatèrent de rire ensemble et entrèrent.
Je restais là, dans ma voiture, à fixer la porte qui s'était refermée derrière eux. La scène était d'une banalité presque insultante. Deux personnes qui se retrouvaient pour un dîner à Paris. Si on ne connaissait pas l'histoire, on aurait trouvé ça joli. Pour moi, c'était comme regarder l'incendie d'une maison où j'avais habité. Je ne pleurais pas, je ne tremblais pas, je ressentais une sorte de calme étrange, celui qu'on atteint parfois quand on a dépassé le maximum de douleur que l'on pensait pouvoir supporter. Après quelques minutes, j'ouvris la portière. L'air frais de la nuit monta jusqu'à moi. Je traversai la rue, mes talons claquant doucement sur le sol. En entrant, la chaleur du restaurant me frappa, mêlée aux odeurs de beurre, d'ail, de vin. La serveuse, souriante, s'avança. « Vous avez une réservation ?»« Non, dis-je en balayant la salle du regard. Je les trouvai presque immédiatement. Ils étaient installés près du mur, une bougie entre eux, une corbeille de pain déjà entamée. Elle parlait, penchée vers lui. Il l'écoutait, ce regard-là, celui qu'il m'avait longtemps réservé. Je ne répondis pas à la serveuse. J'avançais simplement. C'est elle qui me vit la première. Son sourire un peu trop large se figea. Ses yeux se décalèrent derrière lui, vers moi. Il suivit son regard, se retourna, et ses épaules se crispèrent. Nos yeux se croisèrent. Pendant une seconde, j'ai revu l'homme du café à Bastille. Puis tout se brouilla et il ne resta plus que lui, ici, maintenant, assis à cette table où il n'aurait jamais dû être. Mon prénom sortit de sa bouche dans un souffle. Je restais debout, droite, les mains accrochées à mon sac. « On va parler, » dis-je calmement, « toi et moi. » Sa maîtresse ouvrit la bouche, mais je la coupai d'un simple geste de la main. « Ce n'est pas le moment pour toi, » dis-je, sans agressivité, juste avec la fatigue de quelqu'un qui en a terminé avec les mensonges. Il se leva, chancelant presque. « On peut sortir, s'il te plaît ?» balbutia-t-il. « On va pas faire ça ici. » Je hochai la tête et me dirigeai vers le couloir qui menait aux toilettes et à la sortie. Il me suivit. Là, dans ce petit espace un peu sombre, entre les manteaux des autres clients et les toilettes des hommes, il baissa enfin le masque. Sa voix tremblait. « Je suis désolée. »« Combien de temps ?» demandai-je. « Quoi ? Combien de temps que tu la vois ?» Il hésita, ses yeux cherchaient un point d'appui. Il finit par dire « quelques mois ». « 6, pensai-je, au moins 6. Et hier soir, repris-je, notre anniversaire, c'était quoi ta réunion ? Elle ? Il ferma les yeux et le silence fut une réponse parfaite. Je ne voulais pas que tu l'apprennes comme ça, souffla-t-il. Je laissai échapper un rire sec. Tu ne voulais pas que je l'apprenne du tout, corrigeons. Il ouvrit la bouche pour protester, mais aucun son ne sortit. Tu aurais pu t'arrêter, dis-je, la première fois que tu as eu des doutes, la première fois que tu as senti que tu glissais. Tu aurais pu me parler au lieu de lui écrire. Tu aurais pu me dire que tu ne m'aimais plus comme avant. Tu aurais pu tout faire autrement. Mais tu as choisi ce chemin-là. Il secoua la tête, comme si je ne comprenais pas. « Ce n'est pas si simple, » murmura-t-il. « Si, répondis-je, les choix sont simples, ce sont les conséquences qui ne le sont pas. » Il eut un geste d'impuissance. « Elle m'a fait du bien, lâcha-t-il enfin. J'avais l'impression d'étouffer, au boulot, à la maison, et avec elle, je me sentais vivant. » Je les regardais, et à cet instant, quelque chose en moi s'est détaché définitivement. Ce n'était pas que l'aveu qu'il me trompait, c'était la manière dont il parlait de ma présence comme d'une contrainte, d'une cage, de quelque chose qu'il avait du mal à supporter. Alors que moi, je m'étais accrochée à nous comme à une bouée. « Tu te sentais vivant, » répétai-je doucement. « Et moi, avec toi, je me suis sentie disparaître petit à petit. » Il chercha ma main, je la retirai. « On peut réparer, se hâta-t-il de dire. On peut aller voir quelqu'un, un thérapeute de couple. Je peux arrêter avec elle, je peux. » « Tu peux, dis-je, tu peux faire ce que tu veux, mais tu ne le feras pas avec moi. » Les mots n'étaient pas sortis d'un coup de colère, mais d'un endroit très calme en moi. Ils étaient plus solides pour cette raison. Il me fixa, incrédule. « Tu veux divorcer ? » « Je veux sortir d'une histoire où je suis la seule à rester fidèle, » répondis-je. Il resta silencieux. Je vis dans ses yeux l'ombre de tous les futurs qu'il avait imaginés.
Celui où je pardonnais, celui où il pleurait un peu, où on se serrait dans les bras et où tout redevenait comme avant. Sauf qu'il n'y aurait jamais plus de avant. On peut rentrer pour en parler, tenta-t-il. Je vais rentrer, dis-je. Toi, tu vas retourner t'asseoir à ta table, finir ton dîner avec elle, et tu vas réfléchir à ce que tu viens de perdre. Je ressentis presque un soulagement en le dire. J'en avais fini avec les illusions. C'était terminé. Je le laissais planté là, dans ce couloir trop étroit pour nous deux, et je traversais la salle sans regarder sa maîtresse. Derrière moi, j'entendis quelqu'un l'appeler, une chaise qu'on déplaçait. Mais je n'avais plus besoin de regarder cette scène. Dehors, l'air me parut plus léger que depuis longtemps. Je rebroussai chemin vers ma voiture, les doigts engourdis par le froid, mais la tête claire. Mon téléphone vibra une fois, puis deux, puis plusieurs. Il m'appelait. Je le mis en silencieux et le glissai dans mon sac. Je rentrai chez nous sans presser le pas. L'appartement m'attendait, silencieux. Pour la première fois, je ne le ressentis pas comme un musée de notre vie commune, mais comme un espace dans lequel quelque chose de nouveau pourrait, un jour, exister. J'allumai la lumière dans la chambre. Le sac cadeau était toujours là, ouvert, la montre brillant faiblement dans sa boîte. Je la regardais longtemps. Cet objet que j'avais choisi pour un homme qui n'existait plus. Je refermai le couvercle. Je pris ensuite une petite boîte et y rangeai toutes les preuves d'un amour passé. Les petits mots, les tickets de cinéma, les billets de train, les cartes postales qu'il m'avait envoyées en déplacement. Je ne les jetai pas, je n'en avais pas la force, mais je les éloignai de moi. Quand il rentra enfin, il devait être près de minuit. La porte s'ouvrit avec lenteur, comme s'il espérait que le bruit serait moins brutal ainsi. Ses pas dans le couloir étaient hésitants. Il entra dans la chambre, les épaules courbées. « Elle est partie, dit-il, comme si ça m'intéressait. J'ai tout arrêté. » Je le regardais. Ses yeux étaient rougis, peut-être d'avoir pleuré, peut-être d'avoir trop parlé. Je ne ressentais ni satisfaction ni compassion, juste un détachement étrange. « C'est bien, répondis-je. Au moins une chose que tu auras réussi à terminer. » Il s'assit sur le bord du lit, à bonne distance de moi. « J'ai merdé, dit-il, je le sais. Mais on a 10 ans ensemble, un mariage, des projets. On ne va pas tout jeter pour ça. » « Tu l'as fait, dis-je sans hausser la voix. Tu as jeté tout ça morceau par morceau chaque fois que tu as choisi d'écrire à une autre femme plutôt que de me parler. Chaque fois que tu as choisi de la retrouver au lieu de rentrer. Chaque fois que tu t'es parfumé pour elle et pas pour moi. Ce n'est pas un accident, c'est une somme. » Il se pencha en avant, les coudes sur les genoux. « Tu ne m'aimes plus du tout ?» demanda-t-il, comme un enfant. Je pris un moment avant de répondre. « Ce n'est pas la question, dis-je. Je pourrais t'aimer encore, ce serait pire. La vraie question, c'est est-ce que je me respecte assez pour ne pas rester avec quelqu'un qui m'a menti pendant des mois ?» Il ne répondit pas. Il comprenait, je le voyais. « Je ne vais pas hurler, ni casser des choses, ni te mettre dehors en pleine nuit, continuai-je. On va faire les choses proprement. Mais notre histoire, celle où je crois en toi, elle s'arrête ici. » Un silence lourd tomba entre nous. Il finit par hocher la tête. « Tu veux que je parte ce soir ?» demanda-t-il. Je réfléchis. L'idée de dormir dans le même lit que lui m'était insupportable. « Tu peux prendre le canapé, répondis-je. À partir de demain, tu commenceras à chercher un autre appartement et on prendra rendez-vous chez un avocat. » Il acquiesça, les yeux vides. Il se leva, prit un oreiller, une couverture, disparut dans le couloir. J'entendis le canapé se déplier, le tissu froissé, puis plus rien. Je restai seule dans notre chambre, qui commençait déjà à devenir la mienne. Je me couchais du côté où j'avais toujours dormi. L'autre côté me semblait plus éloigné que jamais. Et, contre toute attente, cette nuit-là, je réussis à dormir. Pas d'un sommeil paisible, pas sans rêve, mais sans ces réveils paniqués auxquels j'étais habituée depuis des semaines. Le lendemain matin, la lumière pâle de Paris filtra à travers les rideaux. Je me levai, préparai du café, mis de l'eau à bouillir pour du thé. Sur la table, la boîte de la montre me regardait de son carton blanc. Je la pris, la glissai dans un sac. Quand il apparut dans l'embrasure de la porte, décoiffé, froissé, il sembla surpris de me voir déjà habillée. « Je pars chez mes parents pour quelques jours, lui dis-je. J'ai besoin de distance. Tu peux profiter de mon absence pour réfléchir à ce que tu veux dire à ta famille, à nos amis. Moi, je dirai la vérité. Je te laisse choisir ta version.
Tu vas leur dire que je t'ai trompé, dit-il dans un souffle. Oui, répondis-je, parce que c'est ce que tu as fait. Il s'adossa au chambranle, regarda autour de lui comme si l'appartement allait lui répondre à ma place. Je suis désolé, répéta-t-il. Je sais, dis-je, mais ça ne change rien. Je pris mon sac, mes clés, et au moment de sortir, une dernière phrase me vint, simple, claire. Tu as choisi de passer notre anniversaire avec elle. Moi, je choisis de passer le reste de ma vie sans toi. Je quittai l'appartement, descendis les escaliers, et quand la porte de l'immeuble se referma derrière moi, j'eus l'impression de sortir d'un couloir étroit pour rentrer dans une rue plus large, même si c'était la même que d'habitude. Le ciel était gris, les voitures klaxonnaient, un enfant râlait parce qu'il ne voulait pas aller à l'école. Paris était identique à la veille, mais moi, je ne l'étais plus. Ce jour-là, en marchant vers la station de métro, une vérité s'imposa à moi avec la précision d'une lame bien aiguisée. Il m'avait menti, il m'avait trahi. Il avait fait de notre couple un décor dans lequel il revenait se reposer entre deux mensonges. Mais c'était à moi, maintenant, de décider ce que je ferais de ce décor. Et étrangement, cette pensée ne me fit pas mal. Elle me donna envie de respirer un peu plus profondément.